Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, aujourd'hui, je me suis entretenue avec Yann Tristan, qui est professeur associé en archéologie à l'université Macquarie, dans le département Histoire et Archéologie. Et donc aujourd'hui, il nous parle des différents lieux où les premiers rois ont été enterrés, donc de la dynastie 0 à la 3e dynastie. On a essayé de faire au plus court possible. Et dans cette vidéo, on va avoir un invité surprise. Je vous laisserai le découvrir. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est parti et on écoute. Bonjour Yann. Bonjour Laetitia. Merci de vous joindre à nous, de loin. Ben, je vous en prie. Donc, en fait, vous êtes là pour répondre à une question qui a été posée par la communauté Facebook sur la question des lieux où se trouvent les tombeaux des premiers rois. Et du coup, avant d'enchaîner avant de commencer directement pour répondre à la question, on va peut-être poser un peu le contexte et vous laisser expliquer justement ce qu'est la dynastie 0 et un petit peu le passage, l'avancée jusqu'à la 3e dynastie. Ça fait beaucoup de périodes, mais on va essayer de mettre ça en synthèse, quoi. Très bien. Bien écoutez, on se situe à la fin du 4e millénaire. À la fin du 4e millénaire, on a deux dynasties, la première et la deuxième dynastie, qui sont bien documentées par les textes égyptiens. Mais on s'est rendu compte qu'il y a des noms de rois, ou peut-être de potentats locaux, on ne sait pas exactement, qui sont connus avant les premiers rois. C'est-à-dire qu'avant le roi Narmer, qui est considéré comme le premier roi de la première dynastie, on a déjà des noms de rois qui sont mentionnés sur du matériel archéologique, et pour lesquels on a également des tombes. Donc on a convenu que ce pourrait être intéressant de les classer dans ce qu'on a appelé la dynastie 0, c'est-à-dire avant la première dynastie. Donc c'est une idée qui a été surtout développée par des collègues allemands, par Kaiser et ensuite par Günther Dreyer, dans lequel ils ont casé ces rois d'Abydos, puisque ces rois ils sont connus à Abydos, pour essayer d'expliquer pourquoi l'on connaît ces noms avant la première dynastie. Alors je pense que c'est important également de rappeler que le concept même de dynastie est quelque chose d'artificiel. C'est-à-dire que le concept de dynastie, c'est quelque chose que l'on connaît de Manéthon. On connaît des successions de rois dans les textes égyptiens, notamment sur la pierre de Palerme, ou encore le canon royal de Turin. Pour autant, les textes égyptiens ne nous parlent pas de dynastie, classent bien les rois, mais ne vont pas faire des distinctions entre des dynasties ou des groupes de rois. Donc il faut garder ça en mémoire. Le concept de dynastie est quelque chose d'artificiel, et celui de dynastie 0 est encore plus artificiel, puisqu'on ne sait pas si ces rois étaient uniquement des rois qui ont régné à un niveau régional, local, ou bien si c'était des rois qui ont régné sur toute l'Égypte, comme l'ont fait les rois de la première et de la deuxième dynastie à partir de Narmer. Justement, ces rois, ils étaient, j'allais dire postés ou n'importe quoi. Où est-ce qu'ils étaient Quels étaient les centres de pouvoir de ces rois, justement? Alors, pour la fin de l'époque prédynastique, début des premières dynasties, donc là on se situe dans la deuxième partie du 4e millénaire, il y a plusieurs centres qui se développent et qui sont bien connus. Du sud vers le nord, on trouve la ville de Hierakonpolis. Ensuite, on trouve celle de Nagada, qui a donné son nom à la culture de Nagada. Et un peu plus au nord, celle d'Abydos. Donc, ce sont les trois principaux centres en Haute-Égypte. Là, ici, je ne parle pas encore du delta. Et le centre d'Abydos, a priori, a pris beaucoup d'importance, puisque c'est là qu'on a retrouvé les dépouilles des premiers rois. Tous les rois de la première dynastie sont enterrés à Abydos, et 2 rois de la deuxième dynastie sont également enterrés à Abydos, les autres sont enterrés à Saqqara. Je vais vous ouvrir une petite parenthèse ici. Pendant longtemps, on a cru en fait que les rois étaient enterrés à Saqqara, et non pas à Abydos. Et il y a eu des disputes entre les égyptologues, puisque les tombes de Saqqara, qui ont été découvertes au début du XXe siècle, étaient des monuments en briques absolument massifs, monumentaux, et ne pouvaient pas être attribués à d'autres personnes que des rois égyptiens. Et ensuite, quand les tombes d'Abydos ont été découvertes, on s'est rendu compte qu'on avait 2 candidats possibles pour les sépultures des rois. Le site de Saqqara au nord et le site d'Abydos au sud. On pense maintenant que les rois ont bien été enterrés à Abydos, que les tombes de Saqqara ne sont pas des cénotaphes, comme certaines personnes ont pu le dire, mais des tombeaux des aristocrates, de la cour, des gens extrêmement importants qui habitaient auprès des rois. Donc les rois des premières dynasties sont bien à Abydos. Et est-ce que ces différents centres de pouvoir, est-ce qu'ils sont
est-ce qu'il change en fonction d'un mouvement politique? C'est difficile à dire. C'est difficile à dire puisque pour ces 3 principaux centres, on a des données qui viennent quasiment uniquement des cimetières. On n'a pas les données qui proviennent des villes. On a un très très gros problème avec les villes en Égypte, et surtout pour les périodes les plus anciennes. On a quelques structures d'habitat qui sont bien connues, mais nulle part, ni à Hierakonpolis, ni à Abydos, ni à Naqada, on a retrouvé ce qui pourrait correspondre à un palais ou à une ville qui puisse dater de cette période. À Hierakonpolis, il y a bien les restes d'un bâtiment à redans, c'est-à-dire avec des niches sur la façade du palais, qui pourraient correspondre peut-être à un palais ou à une porte monumentale, mais on n'a pas assez de données pour le dire. Donc c'est très compliqué. Il faut plutôt aller regarder d'un point de vue de la production, par exemple du matériel qui va être associé à ces différents centres, des cimetières, et également, dans le cas de Hierakonpolis, on peut remonter jusque dans le prédynastique et retrouver des tombes importantes à partir de l'époque de Nagada I. À Abydos, même chose. À Abydos, on a 2 grands cimetières, le cimetière U, qui date de l'époque prédynastique, et le cimetière B, sur lequel on a les rois des premières dynasties. Et ce cimetière U a également des tombes, donc même antérieures à la dynastie 0, dans lequel on a déjà des gens qui sont très importants. Donc dans le modèle qui se développe, c'est surtout un modèle qui date de Barry Kemp, qui a été développé dans les années 1980. On voit en fait une compétition entre ces 3 centres de Haute-Égypte, et à la fin, le centre de Nagada qui l'emporte sur les autres, sans pour autant qu'on ait retrouvé la ville de Tis qui correspond au cimetière de Nagada. Oui, et puis c'est vrai qu'en fait, tout considéré, le début de l'Ancien Empire, ça reste très pauvre en sources par rapport, de toute façon, au Moyen Empire et au Nouvel Empire. Donc au final, on a encore beaucoup à découvrir, ça se trouve. Beaucoup à découvrir. D'après les sources, est-ce qu'on a un support particulier, des supports particuliers de sources sur lesquels on a ces représentations des premiers rois? On a plusieurs types de supports. Je pense que l'objet principal, l'objet le plus connu de tous, c'est la palette de Narmer. La palette de Narmer, c'est une palette en grawak, en schiste, qui se trouve au musée du Caire, qui a été découverte à Hierakonpolis. C'est une palette monumentale qui fait, je ne me souviens plus, 50 ou 60 cm de hauteur, si je me souviens bien, où le roi est représenté sur les 2 faces, d'un côté avec la couronne blanche, la couronne de Haute-Égypte, et de l'autre côté avec la couronne rouge, la couronne de Basse-Égypte. C'est l'une des premières représentations du roi, et pourtant on a déjà quelque chose qui semble très abouti, puisque je viens de vous dire qu'on a la représentation du roi avec les couronnes. Avant cette période-là, donc la palette est datée de Nagada III, juste de la première dynastie. Avant cette palette, on a des représentations sur des vases, on a des représentations également rupestres, qui nous montrent des personnages, semble-t-il, plus importants que les autres, avec notamment des massues dans la main. Donc peut-être les premières représentations de ces rois, sans qu'on en soit vraiment sûr. Mais l'un des éléments les plus importants de l'iconographie royale, c'est la tombe 100 de Hierakonpolis. Là encore, vous voyez l'importance du site de Hierakonpolis. C'est la seule tombe de l'époque de la fin du prédynastique qui conserve une fresque murale dans la tombe. Donc il faut imaginer une tombe creusée dans le désert à Hierakonpolis. Les murs ont été aménagés avec de l'argile sur lequel on a peint une fresque. Et cette fresque représente un défilé de bateaux, de barques, et à côté des petites scénettes. Et sur ces scénettes, on a notamment la représentation d'un personnage avec une massue en train de fracasser la tête de son ennemi. Donc la représentation traditionnelle du roi qu'on retrouve ensuite durant toute la période pharaonique. Et il se passe quoi sur ces scènes? Il y a beaucoup de discussions sur ces scènes. On pense que ces scènes sont des représentations de cérémonies, pourraient correspondre à des événements historiques en particulier. Des scènes dans lesquelles les bateaux ont beaucoup d'importance, mais on a d'autres sites où les bateaux ont de l'importance. Bateaux comme un symbole du pouvoir royal, un symbole de l'élite dans d'autres cas. Donc il pourrait correspondre à des cérémonies dans lesquelles le roi était lui-même investi, et dans lequel le roi naviguait sur une barque.
Dans le cas de la palette de Narmer, on voit le roi qui fracasse la tête d'un ennemi, puisque le personnage est représenté qu'un visage qui n'est pas égyptien, et qui pourrait correspondre à un événement historique. Et cet événement historique est également connu sur un autre type de support qui n'est pas encore mentionné, ce sont les étiquettes. On a une petite série d'étiquettes en bois ou en ivoire sur lequel le roi est représenté. La plus célèbre d'entre elles est l'étiquette du roi Den, qui est au British Museum à Londres, où là encore on retrouve la même thématique. Le roi, il est vêtu d'un pagne avec une queue animale, et il fracasse la tête d'un ennemi qui est devant lui, qui est à genoux devant lui. Donc la prochaine question, c'est qu'est-ce que l'on sait de la société égyptienne des premiers rois, du coup, et en quoi vos travaux archéologiques permettent d'apporter des informations nouvelles sur ce sujet? Alors, les premiers rois égyptiens montrent une société qui est déjà très, très complexe et très hiérarchisée. Et je crois que ça, c'est important de le préciser pour les premières dynasties. J'ai l'habitude à mes étudiants de leur montrer le schéma classique avec une pyramide, le roi au sommet de la pyramide, la cour et tout le reste de la société. Et en fait, les données nouvelles qui proviennent des fouilles, que ce soit à Hierakonpolis, que ce soit dans le Delta, sur le site de Tel El Farka ou d'autres fouilles en cours, montrent cette société hiérarchisée et avec les premières traces de l'administration, avec des relations entre la cour et les différents centres provinciaux. Donc on n'a pas simplement le centre de pouvoir de Memphis, puisque la cour se déplace à Memphis à la première dynastie, nous montre des données historiques, des textes, des titres qui sont déjà connus, donc des gens qui sont proches ou très proches du roi. Et ce qui est intéressant, c'est de voir dans les tombes également la mainmise du roi qui apparaît dans les tombes, avec des vases au nom des rois, avec des empreintes de sceaux au nom des rois des premières dynasties, qui montrent les contacts que ces gens avaient avec la cour. Et justement, moi j'ai eu l'occasion de travailler sur un site qui s'appelle Abu Rawash, qui se situe dans la banlieue du Caire, au nord des pyramides de Giza. Abu Rawash est très connu pour la pyramide de Radjedef, le fils de Khéops. Mais au pied de cette pyramide, on a un cimetière de la première dynastie qui correspond justement à l'élite du temps du roi Den. Donc on est au milieu de la première dynastie, avec des monuments qui sont copiés sur les monuments royaux. Le roi Den, par exemple, avait dans sa chambre funéraire un pavement en pierre, était le premier à avoir fait un escalier qui descendait ou remontait de la chambre funéraire, ça dépend comment vous interprétez cela, et donc une superstructure en briques autour de sa tombe. Eh bien, on retrouve à Abu Rawash, on retrouve à Saqqara des monuments similaires qui montrent que cette élite du temps, d'une part, va essayer de copier les innovations du roi, et d'autre part, va également détourner les chantiers royaux à leur propre profit. Les monuments d'Abu Rawash sont très grands, on a des tombes pour certaines qui font 30 mètres de long, avec des murs en pierre, des murs en briques, à redans, qui devaient être peints à l'origine, qui devaient mesurer plus de 5 mètres de hauteur à la première dynastie, complètement arasé aujourd'hui, et du mobilier funéraire qui est du niveau de celui des rois. Des vases en pierre, des objets en ivoire, du matériel en cuivre, et qui montre bien ces relations entre l'élite et le roi à la première dynastie. Merci beaucoup Yann d'avoir répondu à la question, ça m'a fait très plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup.